Nous n'avons pas assez confiance en nous. La France a des capacités. Nous n'avons pas à céder à cette sinistrose que rien ne justifie. Et s'il fallait y croire quand même, avoir confiance. Ok, c'était peut-être pas le jour pour vous parler de ça. Au moment où certains d'entre vous doivent payer d'ici ce soir leur dernier tiers provisionnel, au moment où le gouvernement planche encore sur la vingtaine de milliards d'économies à faire, au moment où la note de la France pourrait à nouveau être dégradée vendredi par Moody's, au moment où on prête à Manuel Valls, ce qu'il dément ce soir, le propos catastrophiste sans résultat rapide d'ici 3 à 6 mois, ce sera foutu. Eh bien, c'est ce moment-là que nous avons choisi pour être un brin provocateur. Oui, tout va mal, mais s'il y avait des raisons d'espérer. Car si la croissance stagne, que les déficits se creusent, que la courbe du chômage ne s'inverse pas chez nous, eh bien ailleurs, la reprise économique frémit. Et puis le cours de l'euro nous donne un peu d'oxygène, le pétrole ne flambe pas, les taux d'intérêt sont bas et la nouvelle Commission européenne promet 300 milliards d'investissements sur 3 ans pour relancer l'économie du vieux continent. Alors le pire est-il derrière nous? Les réformes mises en œuvre vont-elles enfin porter leurs fruits? J'attends vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux franceinter.fr, Facebook et sur Twitter, #Telson. France Inter, Hélène Jouan, le téléphone sonne. Bienvenue à tous dans le téléphone sonne. Nos invités pour répondre à vos questions ce soir, Gilbert Sette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'université d'Aix-Marseille et co-auteur avec Philippe Aghion et Élie Cohen de Changer de modèle, publié aux éditions Odile Jacob. Denis Ferrand, économiste, directeur à Rexecode, bonsoir. Bonsoir. Donc c'est un institut d'études économiques. Et puis en plateau également avec nous, un ancien ministre, un ancien député européen, Pascal Canfin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts et vous avez, vous aussi, publié un ouvrage qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines à peine, Imaginons, et c'est paru aux éditions Les Petits Matins. On va en reparler. France Inter, le téléphone sonne. Intervenez 01 45 24 7000 sur la page Facebook du téléphone sonne et sur Twitter avec le #Telson. Bonsoir à tous et bienvenue dans le téléphone sonne. Alors on commence évidemment par une question d'un auditeur. Pierre nous appelle de Senon. Bonsoir Pierre. Bonsoir. On vous écoute. Bon, ma question est rapide et simple. Dans le contexte économique que nous avons connu, et étant donné le bilan des précédents gouvernements, pouvait-on faire mieux? Question simple, réponse simple. On commence par qui? Qui veut prendre la parole? Pouvait-on faire mieux? Oui. C'est Denis Ferrand qui vous répond d'abord. On peut toujours faire mieux. L'évolution d'une économie, c'est une dépendance vis-à-vis d'un contexte qui ne dépend pas toujours que des choix qui sont effectués dans un gouvernement. Une économie ne vit pas non plus que des choix du gouvernement, mais dépend aussi des choix des individus. Et en fait, ce sont tous les éléments de contexte, les éléments de confiance que vous évoquez, qui vont façonner l'évolution d'une économie. Donc, pour comprendre si on pouvait faire mieux, il faut comprendre si on s'est doté des moyens qui, dans un environnement qui est celui que l'on connaît, des moyens qui nous permettaient d'avoir une croissance plus soutenue. Et là, on peut engager le débat sur les différents leviers de croissance que l'on peut actionner, que l'on n'a pas actionné ou que l'on pourrait maintenant actionner. Et c'est peut-être ça, surtout la question qui est importante, plutôt que de regarder le rétroviseur. Qu'est-ce que l'on peut actionner aujourd'hui? Gilbert Sette. Oui, à l'évidence, on aurait pu faire mieux sur les 2 dernières décennies. C'est ce qu'on essaie de montrer avec Philippe Aghion et Élie Cohen dans notre ouvrage. Néanmoins, on ne refait pas l'histoire. Voilà, l'histoire est faite, les 2 dernières décennies sont faites, on connaît des difficultés qui sont en partie, et en partie seulement, mais quand même en partie la conséquence de choix des décideurs publics, gauche et droite d'ailleurs successivement. Maintenant, ce qui compte, c'est ce qu'il faut faire et ce qu'on va faire pour essayer d'aller beaucoup mieux. Mais ce qui a été engagé quand même depuis 2 ans, est-ce qu'on est dans la bonne direction pour vous? On donnera la parole évidemment après à Pascal Canfin. On est, de notre point de vue, je dis notre parce que c'est un point de vue collectif, mes co-auteurs et moi, puis sur un point de vue d'ailleurs largement partagé, on est dans la bonne direction, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans la bonne direction parce que le CICE et le pacte de responsabilité sont des choix très positifs pour les perspectives de l'économie française. Pourquoi? Parce que la situation financière des entreprises était très dégradée en France, leur compétitivité était très dégradée et ces dispositifs vont améliorer les choses sur ces deux cadrans. Ce qu'il faut,
Et ce qui reste à faire, surtout, c'est les fameuses réformes structurelles dont on parle sans arrêt, sur le marché des biens, sur le marché du travail. Et là, presque tout reste à faire. Je crois que les positions du gouvernement actuel, c'est qu'il faut y aller. Il faut y aller à marche forte, rapide, déterminée et très ambitieuse. Eh bien, on va l'entendre peut-être demain dans son intervention. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre choix si on veut, en France, retrouver une croissance forte et durable. Pierre disait il y a quelques instants, aurait-on pu faire mieux pour vous, Pascal Canfin, et surtout on aurait pu faire autrement? On aurait pu faire autrement, donc mieux. Je donne juste 2 exemples. Le premier, c'est le fameux plan de relance en 2012, annoncé par le président de la République au niveau européen. Les fameux 120 milliards. La réalité, c'est que chacun sait autour de cette table que ces 120 milliards sont très largement un packaging marketing, mais que derrière, il ne s'est rien passé. Et donc le fait de ne pas avoir mis une énorme pression pour dire on ne peut pas avoir du sérieux budgétaire au niveau national si nous n'avons pas une relance au niveau européen, et nous sommes peut-être enfin en train d'y venir. Mais c'est 2 ans avec effectivement la nouvelle commission 2 ans de perdu. Et là, je dois dire que nous, quand nous étions au gouvernement, nous avons poussé au maximum. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment été entendus. Puis le deuxième élément, c'est pour contredire un petit peu ce qui vient d'être dit sur le pacte de responsabilité. Je donne un seul exemple. Avec le CICE, le pacte de responsabilité, la grande distribution va bénéficier de 3 milliards d'euros de baisse de cotisation sans aucune contrepartie. Les banques, 1 milliard d'euros sans aucune contrepartie. Je reprends ces 3 milliards. Pourquoi ? Parce que qui peut penser que tout d'un coup, la grande distribution va se mettre à créer des emplois partout en France alors qu'on a un marché grosso modo à l'équilibre et mature de la grande distribution en France. Par contre, elle va peut-être en créer au Brésil, en Inde, en Chine. Très bien, mais elle n'a pas pour cela besoin que la puissance publique, les contribuables, nous-mêmes, nous donnions 3 milliards d'euros sans contrepartie. En même temps, puisqu'il faut bien trouver ces 3 milliards d'euros, c'est ça qui ne sert à rien, selon vous ? En face, ces 3 milliards d'euros, puisque le sérieux budgétaire c'est important, il faut bien les récupérer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que le gouvernement va faire ? Eh bien, il va diminuer les crédits aux collectivités locales, précisément de 3 milliards d'euros. Et ces 3 milliards d'euros, ça va faire grosso modo 10 milliards d'investissements en moins des collectivités locales. Tous les élus locaux sont contre, alertent sur cet effet dépressif, récessif, qu'il soit de gauche ou de droite. Franchement, entre donner 3 milliards d'euros aux collectivités locales pour qu'elles continuent à investir 10 milliards grâce à l'effet levier, et donner 3 milliards d'euros sans contrepartie à la grande distrib, je vois que, mon avis, c'est qu'on va dans le mur, qu'on a fait un mauvais choix et qu'il faut donc réorienter. Juste un petit commentaire de votre part sur la phrase donc prêtée à Manuel Valls à quelques heures de son discours de politique générale demain. Il dit en gros, si la situation ne s'inverse pas d'ici 3 à 6 mois, on sera foutu. Ça veut dire que même l'exécutif, qui pourtant dit bien qu'il va continuer cette politique-là, a l'air de douter des effets, sinon immédiats, en tout cas à court terme de sa politique. C'est pas un problème, ça ? Gilles Berset. Moi, je n'interprète pas cette phrase, si tant est qu'il l'ait prononcée, de cette façon-là. On sait que maintenant, on vit dans un rythme quinquennal en France. La fenêtre des réformes est une fenêtre très étroite temporellement. Le mieux, c'est de les faire évidemment la première année d'un quinquennat. C'est mieux de faire la première année que la deuxième. C'est mieux de le faire la deuxième année que la troisième. Et à partir de la troisième, en tout cas, et la quatrième et la cinquième, ça devient très difficile, politiquement très très difficile. Donc la fenêtre de l'engagement de réformes, des réformes ambitieuses que j'évoquais tout à l'heure, est étroite, elle est très courte dans le temps. Et c'est pour ça qu'il faut les engager rapidement, fortement, au plus vite. Ces fameuses Alors qu'est-ce qu'il faut encore engager comme réformes structurelles ? Des réformes structurelles sur le marché des biens, des réformes structurelles sur le marché du travail. Sur le marché des biens, on voit qu'il y a un engagement assez fort de la part du gouvernement. Pour l'instant, en parole, il y a une détermination qui est affichée sur les professions réglementées. C'est déjà quelque chose de très fort. Il ne faut pas oublier qu'on en parle depuis plus de 50 ans de la réforme des professions réglementées, depuis le rapport Armand-Rueff de 1959. Ça a été initié par Arnaud Montebourg, il est parti, mais visiblement le gouvernement entend continuer le travail. C'est quelque chose dont on peut attendre des gains en croissance que j'ai chiffrés, moi, à un effet sur le PIB de plus d'un point de PIB à long terme, bien évidemment. C'est quelque chose de relativement conséquent, vous voyez, comme effet. Et puis, les réformes sur le marché du travail. Réformes sur le marché du travail, pourquoi ? Bien parce qu'on est en France dans une sclérose qui est liée à une complexité phénoménale du code du travail qui bride complètement le dynamisme, la flexibilité, l'activité économique, l'initiative, en quelque sorte. Il faut trouver les moyens d'avancer dans ces domaines-là de façon équilibrée, c'est-à-dire protectrice
pour les salariés, efficace pour les entreprises. Et il y a des moyens de le faire. Une autre question avec Olivier qui nous appelle de Saint-Denis. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Hélène Jouin. Voilà, bon, je voulais vous remercier de prendre la question parce que j'avais peur qu'elle scandalise un peu. Et voilà, tout d'abord... toutes les questions sont bonnes à poser, puis vous écouterez les réponses de nos intervenants. J'ai pas compris. Non, je vous disais que toutes les questions étaient bonnes à poser. Vous écouterez les réponses de nos intervenants, je vous en prie. Ok, très bien. Alors voilà, tout d'abord, je voulais simplement dire que j'étais scandalisé par les propositions du MEDEF qui consiste à dire on pourrait revenir sur certains jours fériés, annuler certains jours fériés, revenir sur la durée du travail et puis et sur le salaire minimum. Enfin, je trouvais ça absolument scandaleux et très provocateur. Maintenant, pourquoi ils font ça, j'en sais rien. Mais je voulais simplement déjà dire que des études disent que des gens arrivent difficilement à vivre avec le salaire qu'on leur donne, et donc considérer qu'il faut baisser le salaire, je ne sais pas vers quoi l'on va. Alors, on va poser la question à nos intervenants. Juste pour contextualiser un petit peu, on a appris effectivement que le MEDEF faisait 50 propositions, que depuis d'ailleurs il a un petit peu rangé et il en parlera un peu plus tard. Et parmi ces propositions, un certain nombre de choses, par exemple supprimer 2 jours fériés par an, déroger au salaire minimum en créant effectivement un sous-SMIC pour les gens qui sont en difficulté d'emploi, etc. Revoir la durée du travail, la fin des 35 heures comme durée légale. Est-ce que ce sont des initiatives, des mesures, des idées qui seraient de nature à faire repartir effectivement l'économie, 2, à rendre confiance aux Français? Quand on entend Olivier, on se dit qu'on n'est pas forcément sur la bonne voie. Non, effectivement, ce n'est pas cette voie qui semble être saisie. Sur les éléments sur la durée du travail, enfin, déjà, attendons de voir ce que le MEDEF sortira, puisque pour l'instant, on a... Il a sorti puis il a rangé. Voilà, il a sorti puis il a rangé. Je crois que c'est la semaine prochaine que seront sorties ces propositions. Donc, sur ce qui est évoqué, par exemple, sur la durée du travail, un thème qui est abordé, c'est quand même d'objectiver la situation de la France par rapport à l'ensemble européen. Quand on prend la durée du travail des salariés à temps complet, on se rend compte qu'on est le pays dans lequel il y a la durée du travail la plus faible. Donc, actionner les différents leviers qui nous permettent d'avoir plus d'activité, parce que plus d'activité, c'est aussi plus de création de richesse. On s'est rendu compte que le partage d'un gâteau que serait un stock de travail dans l'économie, le partage auprès d'un ensemble de salariés, ce n'est pas quelque chose qui a marché, c'est quelque chose qui a coûté à la fin. C'est très contesté et très débattu encore. C'est très débattu. Le gâteau n'existe pas. Effectivement, il y en a qui disent aujourd'hui que ça a créé des emplois et d'autres qui disent que c'était la croissance qui a créé des emplois et qu'on n'avait pas besoin à ce moment-là de partager le travail. Exactement, mais avec un autre point aussi sur la durée du travail, qui est aussi les inégalités qui ont été installées entre salariés. La durée du travail d'un salarié dans une PME n'est pas la même de la durée du travail pour un salarié dans une grande entreprise. Donc il y a aussi un élément d'inégalité qui peut être mis sur la table, sereinement. Pascal Canfin. Oui, alors moi je fais confiance à l'INSEE puisque Rexecode est un institut de statistique, d'analyse économique proche de ce qu'on appelle le patronat, le MEDEF. Vous hochez de la tête, donc je pense que c'est un consensus. Et donc c'est normal que vous disiez qu'on ne travaille pas assez en France, que les salaires sont trop élevés, etc. C'est normal. Moi, je regarde l'INSEE qui n'a pas d'intérêt particulier dans l'affaire sur les 35 heures. Et justement, pour rebondir sur votre question, l'INSEE a clairement chiffré les créations d'emplois qui ont été liées aux 35 heures, non pas à la croissance à l'époque, mais aux 35 heures. Entre 350 et 500 000 créations d'emplois nettes. Le deuxième élément, c'est que quand vous comparez ce qui est comparable, il ne faut pas regarder uniquement la durée du travail. Il faut regarder la durée du travail et la création de richesses produites pendant ces heures travaillées. Puisque vous pouvez travailler très longtemps et produire très peu de richesses. D'ailleurs, les pays les plus pauvres ont le temps de travail le plus long, puisqu'ils produisent très peu de richesses à chaque fois qu'ils travaillent. Nous, il se trouve que nous avons les salariés parmi les plus productifs au monde, parce qu'on a un système scolaire qui a plein de défauts, mais qui, grosso modo, fonctionne bien. On a un capital infrastructurel, que ce soit du numérique, des lignes grande vitesse, qui fait que quand on a 1 heure de travail, on a du capital, etc. Donc, on est extrêmement productif. Et donc, on peut se permettre de travailler un tout petit peu moins. Et ensuite, quand on regarde encore comment la France se vend à l'étranger, comment une plaquette comme Invest in France, c'est une agence qui vend la France à l'étranger. Elle sort les comparaisons internationales d'Eurostat, de KPMG, qui n'est pas une officine écologiste particulièrement, ça m'aurait échappé. Eh bien,
il montre que la France n'a absolument pas de problème de ce point de vue-là. En revanche, nous avons un vrai problème de compétitivité qualité, hors coût. On ne vend pas assez de choses qui se vendent sur le marché mondial, contrairement à l'Allemagne, mais ça n'a rien à voir avec le détricotage du 35 heures. Et pour vous, donc, revenir sur la durée légale du travail à 35 heures, ce serait une hérésie. C'est très simple. La loi Fillon, qui date de 2002, a permis aux entreprises de revenir sur les 35 heures. Aucune ne l'a fait. Pourquoi ? En défensif, c'est-à-dire qu'en gros, s'il y avait des problèmes, chaque entreprise pouvait effectivement déroger. Parce que ça voudrait dire revenir sur déroger. L'organisation du travail, détricoter les compromis qui ont été passés. Personne n'a envie de le faire. Gilles Berset, c'est pas ça quand même l'assouplissement du Code du travail que vous réclamiez tout à l'heure ? Je suis en désaccord assez fort avec ce qui vient d'être dit. Désaccord assez fort avec ce qui vient d'être dit. Pourquoi ? Les très bonnes performances en termes de productivité horaire en France viennent justement du fait qu'on travaille beaucoup moins en France. Oui. Beaucoup de gens sont exclus de l'emploi. Qui est exclu de l'emploi ? C'est les personnes. On peut en parler. Les personnes. La durée du travail que vous allez les Je n'ai pas dit ça. Ça tombe bien. Je n'ai pas dit ça, Pascal. Très bien. Donc, les personnes qui sont les moins qualifiées sont exclues de l'emploi, ce qui mécaniquement élève la productivité. Par ailleurs, le fait de travailler moins en durée du travail élève aussi la productivité horaire. Le problème de la durée du travail en France n'est pas un problème des 35 heures. Le point sur lequel je suis d'accord avec Pascal, c'est le fait que le droit du travail offre aujourd'hui beaucoup de souplesse aux entreprises pour aménager leur temps de travail. On peut même d'ailleurs oublier la durée du travail hebdomadaire pour beaucoup de personnes, pour les cadres qui sont au forfait jour. Vous voyez, ça touche maintenant 12% environ des salariés. Donc, il y a énormément de souplesse. Le gros problème de la durée du travail, c'est la complexité énorme du Code du travail. Dans ce domaine-là, comme dans d'autres, il est impossible pour une PME de maîtriser cette complexité, de se saisir de toutes les opportunités de souplesse qui sont dans le Code du travail. Alors, c'est la raison pour laquelle, avec d'autres, ce qu'on propose est une simplification consistant à dire « permettons aux partenaires sociaux », c'est-à-dire non seulement les chefs d'entreprise, mais aussi les représentants des salariés qui défendent l'intérêt des salariés, eh bien de pouvoir déroger à plein de dispositions complexes du droit de la durée du travail, comme du droit du travail dans d'autres domaines, s'ils trouvent des compromis gagnants-gagnants. Et bien sûr, ce qu'il faut respecter, c'est le droit international, dont le droit communautaire. C'est ce qu'on appelle l'ordre public social, le respect de la dignité du travailleur, de sa vie privée, etc. Pour tout le reste, permettons-leur de déroger aux règles spécifiquement françaises, de trouver les compromis qui leur semblent profitables à eux et de faire les arbitrages qui leur semblent profitables à eux. Et je voudrais donner quand même un exemple d'une entreprise particulière, allemande, puisque maintenant on donne toujours l'Allemagne comme exemple, le plus gros, je dirais, fabricant de profit dans l'industrie métallurgique allemande, l'entreprise Volkswagen. Eh bien, le temps de travail moyen des salariés dans l'entreprise Volkswagen est de 33 heures par semaine. On l'oublie. Et c'est le plus profitable des constructeurs automobiles au monde. 12 milliards d'euros de profit l'année passée. Vous voyez, la courte durée du travail n'est pas l'ennemi de la rentabilité des entreprises, mais il faut que tout le monde y trouve son compte, ce soit des accords gagnant-gagnant. Je voulais juste qu'on revienne un petit peu au cœur du sujet de cette émission, quelles sont les raisons peut-être d'espérer que ça va aller mieux. Parce que pour l'instant, effectivement, les Français voient que le chômage continue d'augmenter, des ponctions fiscales que chacun vit plutôt mal. Quels sont en macroéconomie, qu'est-ce qu'on peut dire qui donne un tout petit peu d'espoir sur la situation économique? Alors, c'est pas demain que ça ira mieux pour tout le monde, mais qu'est-ce qui nous permet de dire qu'effectivement, éventuellement, ça peut aller mieux, comme dit Manuel Valls, d'ici 6 mois? Denis Ferrand. D'ici 6 mois, je ne sais pas si ce sera d'ici 6 mois pour l'économie française, parce que certaines des réformes que nous avons évoquées mettent du temps avant de se cristalliser, mais notamment le CICE, par exemple, qui était annoncé pour correspondre à un versement à hauteur de 12 milliards d'euros. Jusqu'à présent, ce qui a été décaissé par l'État est un montant de 4,5 milliards d'euros. Donc c'est parce que ça ne va pas encore assez vite, en gros, qu'on n'a pas vu les effets sur l'emploi? Il y a le temps de l'annonce de la réforme, il y a le temps de la mise en œuvre de la réforme, et il y a le temps des résultats des réformes. Quand on joue sur ce versant qui est une politique d'offre qui vise à restaurer la situation financière des entreprises, ça prend du temps avant que cela se cristallise sur de l'investissement. En revanche, en attendant, on peut trouver quelques points d'appui. Et il y en a dans le monde. Il y en a qui viennent notamment, vous l'avez évoqué, le pétrole qui est plutôt à la baisse. Ça crée donc ça, c'est une facture énergétique un petit peu moins forte quand même. Voilà, ça crée des conditions pour avoir un peu de pouvoir d'achat, tout à fait. L'euro qui prend le chemin de la baisse, aidé notamment par les décisions de la Banque centrale européenne qui ont été annoncées il y a quelques jours. Et puis, l'environnement mondial n'est pas un environnement mondial récessif.
On oublie de le regarder quand on le regarde uniquement avec nos yeux de Français, mais la croissance mondiale est plutôt là. Elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est plutôt là. Le problème, c'est que toutes les économies ne suivent pas le même diapason. Certaines sont plutôt en accélération, et on le voit aux États-Unis, on le voit au Royaume-Uni, on le voit aussi de manière plus récente en Espagne, où les vecteurs d'une croissance sont en train de se rassembler. D'autres sont en revanche beaucoup plus déprimés. C'est le cas de l'Italie. C'est le cas de manière aussi un peu plus éloignée du Brésil, qui est une économie qui flanche sévèrement. Et puis on a aussi un environnement géopolitique qui, par rapport à l'enjeu de confiance qui est fondamental, un enjeu géopolitique qui pèse fortement. Il y a des éléments qui cristallisent pour l'instant, qui sont extérieurs, mais il y en a aussi quelques-uns qui sont intérieurs. Quand on regarde, nous faisons une enquête à CO Rexecode sur l'appréciation de la situation de trésorerie des entreprises. Eh bien, celle-ci commence à s'améliorer. On a quelques signaux maintenant, depuis quelques mois, où ces indicateurs-là s'améliorent. La question, c'est est-ce que l'on a une amélioration par le bas, c'est-à-dire simplement parce que les entreprises ont coupé dans les dépenses, ou est-ce que l'on a une amélioration par le haut, parce que les entreprises retrouvent du chiffre d'affaires, retrouvent de la profitabilité. C'est pour l'instant plutôt le deuxième versant qui s'impose. Pascal Canfin. D'abord, je voudrais revenir sur ce qu'aurait dit Manuel Valls, je ne sais pas s'il l'a prononcé, sur « si ça ne marche pas dans 6 mois, nous sommes foutus ». Je pense qu'il ne faut pas laisser s'instaurer l'idée qu'il y aurait soit uniquement cette politique qui, dans l'hypothèse de Manuel Valls, n'aurait pas donné de résultat dans 6 mois, ou le chaos, la dissolution, le grand n'importe quoi institutionnel. Il y a toujours la possibilité de reconstituer une équipe gouvernementale qui aurait une majorité au Parlement beaucoup plus large. Pourquoi Manuel Valls aurait dit ça, ou pourquoi cette idée, en tout cas, circule dans les sphères du pouvoir, on le sait, c'est tout simplement parce que, et c'est d'ailleurs pour ça que nous, avec Cécile Duflot, nous avons quitté le gouvernement en avril, c'est parce que nous pensons que cette politique est inefficace sur le plan économique, elle peut même être injuste sur le plan social, tout dépend des curseurs, mais surtout, elle va être extrêmement instable sur le plan politique, parce qu'elle est très éloignée du contrat majoritaire qui a été passé en 2012 par le président de la République avec les Français et avec l'ensemble de sa majorité. Résultat, si elle ne produit pas de résultat, et nous pensons qu'elle n'en produira pas, eh bien, elle est politiquement insoutenable sur plusieurs mois. C'est pour ça que cette idée qu'il reste 6 mois à cette politique, non pas à la majorité, non pas au quinquennat, non pas à François Hollande, mais 6 mois à cette politique, disons-la, qualifions-la de social-libérale, pour faire ses preuves, je pense que c'est vrai. Gilles nous appelle des Côtes-d'Armor. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, je suis pas un expert en économie et en politique, mais j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours suivi ça étant professeur d'école retraité. Et pour moi, il est évident que le gouvernement Valls ne pourra pas permettre de relancer l'emploi et de développer la croissance. Vous ne croyez pas, vous, aujourd'hui, à la politique de l'offre telle qu'elle a été exprimée par le président de la République depuis janvier dernier? Je voudrais vous dire que ma femme est commerçante. Hein. Bon, donc ça donne une indication. Voilà. C'est impossible. C'est la croissance d'avant 2017. Nous voulons plutôt une croissance repartir en 2020. Donc maintenant, j'aimerais savoir ce que va faire le gouvernement Hollande et ce que va faire le président Hollande s'il va dans le mur. Ah, alors ce qu'il va faire, ça on ne peut pas vous dire parce qu'on n'est pas, il n'y a pas de Madame Soleil ou de Madame Irma dans ce studio. Que peut-il faire pour effectivement que la croissance ne soit pas là en 2020, mais bien avant 2017 par exemple? Je vais reprendre la parole, Pascal si vous me permettez. Canfin. Alors, il ne faudrait surtout pas laisser s'instaurer l'idée qu'il n'y aurait pas d'alternative possible. Je vais vous donner un seul exemple que je développe dans le livre, qui peut être soumis au débat. Nous avons aujourd'hui énormément de Français qui sont déclassés, c'est-à-dire qui ont, par exemple, un BTS et qui vont se retrouver caissières dans un supermarché à temps partiel, une quinzaine ou une vingtaine d'heures par semaine. Mais cette personne qui a fait un BTS pourrait tout à fait donner des cours pour un créateur d'entreprise dans un quartier, par exemple en banlieue, 1 heure, 2 heures. Pourrait tout à fait aider une association pour développer ses compétences, sa gestion, sa comptabilité, son action commerciale, son marketing, 1 heure, 2 heures par semaine. Aujourd'hui, et c'est là où je pense qu'il y a des réformes structurelles à faire, mais des réformes de gauche, des réformes progressistes, ce n'est pas possible. Vous êtes donc titulaire d'un BTS, vous n'avez pas trouvé l'emploi dont vous auriez voulu, et donc vous êtes déclassé et vous êtes caissière dans la grande distribution. Eh bien, si on imaginait un contrat d'activité qui permet de cumuler un contrat de travail classique, celui dans la grande distribution, si je continue mon exemple, et 2 heures pour accompagner un créateur d'entreprise pour développer son activité. 2 heures pour renforcer les compétences de gestion et de comptabilité d'une association.
Dans le cadre d'un contrat territorial d'activité, ça permettrait quoi? Ça permettrait à ce que cette personne pourrait ne pas dire à son entourage « je suis caissière chez Auchan, mais j'accompagne un jeune ou j'accompagne une association ». Elle ne perdrait pas les compétences qu'elle a acquises, financées par l'ensemble de la collectivité dans le cadre de son BTS. Elle serait donc mieux socialement, elle aurait davantage de dignité, on perd moins en capital humain, ça aide l'association, ça aide le créateur d'entreprise qui crée de la valeur, et au final, elle, au lieu d'avoir 600 € avec son contrat à la grande distribution, eh bien, elle en a 700 ou 800, voire même 900. Voilà un exemple concret, gagnant-gagnant, si je reprends les termes de Gilles Berset, que la gauche pourrait tout à fait instaurer, initier sur des territoires. Gilles Berset, est-ce que c'est effectivement le type de réforme structurelle qu'il faut aussi mener ? C'est une orientation qui peut être intéressante, qui est pour moi anecdotique par rapport à l'envergure, à la dimension des réformes qui sont nécessaires pour notre économie. Encore une fois, la sclérose qui bride complètement l'activité économique, c'est un héritage d'une situation qui pouvait être bénéfique pour la croissance il y a quelques décennies, mais qui maintenant est un obstacle à la croissance. Ce qui était favorable à une économie de rattrapage, comme l'économie française dans les années 70 ou 80, est maintenant défavorable à une économie qui veut se situer à la frontière de l'innovation technologique avec les autres grands pays industrialisés. Il nous faut de la flexibilité protectrice. Il faut associer ces deux choses-là. Il faut favoriser la mobilité sociale des personnes par une réforme complète, ça c'est pour le très long terme, de l'éducation, par une réforme à plus court terme, bien évidemment de la formation professionnelle, par une révision complète des modes de formation des salaires, et une réforme, il faut le dire, du salaire minimum qui est en France le plus handicapant des salaires minimums quand on se compare à tous les autres pays industrialisés. Ça veut dire quoi, que là vous êtes sur la position du MEDEF qui dit qu'il faut effectivement aujourd'hui revoir le salaire minimum et peut-être passer en dessous pour certains? Moi, ce qu'on dit dans notre ouvrage, c'est qu'il faut regarder quels sont les facteurs de pauvreté dans un pays comme la France. Et les facteurs de pauvreté dans un pays comme la France, c'est l'association entre des politiques sociales faibles, peu incitative et un salaire minimum qui est élevé par rapport à d'autres pays. C'est la conjonction de ces deux choses-là qui effectivement est un handicap à l'activité économique et qui est un facteur de pauvreté. 3 petits commentaires qui arrivent sur le fil Twitter du téléphone Son, hashtag Telson. Alors, n'est-il pas temps de passer à un autre système politique, social et économique ? Bon, là, si vous avez 2 minutes pour répondre, ça va être un petit peu court. Pensez, Philippe, tous ceux qui ne pensent qu'à la croissance courent à la décroissance. Et enfin, Fanny D, je voudrais que vous leur demandiez, à vos intervenants, s'ils pensent que plus d'austérité et de réformes, entre guillemets, permettraient d'inverser la tendance. On est sur les questions qu'on se pose effectivement depuis tout à l'heure. Pascal Canfin. Je vais prendre la deuxième question sur la croissance et la décroissance. Puisque effectivement, il suffit de regarder le taux de croissance moyen de 1950, puis 60, puis 70, puis 80, puis 90, puis 2000, puis aujourd'hui, pour se rendre compte de manière évidente que l'économie française a un taux de croissance moyen de plus en plus faible. Et aujourd'hui, ce qu'on peut naturellement faire sans investissement fort, sans réforme forte, et encore une fois, il n'y a pas les réformateurs et les conservateurs, il y a ceux qui prônent des réformes du type il faut casser les protections, il faut casser le SMIC, il faut flexibiliser le marché du travail. C'est l'agenda libéral et néolibéral qui a 30 ans d'âge, qui est malheureusement maintenant porté aussi par une partie de la gauche. Et puis il y a les réformes progressistes, qui sont des réformes fortes, mais qui nous emmènent dans le bon sens. Et donc, l'idée qu'on va tout d'un coup retrouver la croissance avec les dents, comme disait Nicolas Sarkozy, et je pense que Manuel Valls pourrait le dire aussi, c'est juste une utopie. Et donc, je pense que ça fait 20 ans que vous répétez la même chose sur la croissance, la croissance, la croissance. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le taux de croissance moyen, c'est 1%. Et donc, il faut faire quoi? Il faut augmenter l'intensité en emploi de l'économie dans une croissance qui sera durablement faible, entre 0 et 1, 1,5% maximum. Qu'est-ce qui va faire augmenter l'intensité en emploi de chaque secteur dans l'économie? C'est par exemple en investissant dans la transition énergétique. Pourquoi? Parce que vous remplacez du pétrole et du gaz que vous importez de Chine, du Qatar, d'Algérie ou de Russie, des grands pays démocratiques comme chacun sait, par des emplois créés en France non délocalisables. Ça, c'est une solution concrète. Nous sommes battus pendant 2 ans pour aller vraiment de l'avant là-dessus. Malheureusement, nous n'avons pas complètement été entendus. A host of unemployed. 1 million citizens face the grim problem of existence
Vous l'avez peut-être reconnu, on est en 1933 et c'est le président Roosevelt qui lance le New Deal, une politique très interventionniste pour essayer de casser et d'endiguer les effets de la crise de 29. Il se trouve qu'on a un nouveau président de la Commission européenne qui a l'air d'avoir pris à bras-le-corps, en tout cas qui affiche sa volonté, peut-être pas de faire un New Deal, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais de dire il faut effectivement que l'Europe aujourd'hui se mobilise. Lors de son discours d'investiture devant le Parlement européen, il a promis un plan d'investissement de 300 milliards sur 3 ans. Est-ce que ça, ce serait de nature à aider, à supporter, à relancer la machine économique aussi chez nous, Denis Ferrand? Oui, c'était alors 300 milliards pour donner les ordres de grandeur, 300 milliards sur 3 ans, cela représente 1 point de PIB chaque année en additionnel. Ce que l'on a fait au cours des dernières années en termes d'évolution budgétaire, c'était une correction du déficit, on va dire, structurel des comptes publics qui était d'environ 1 point par an jusqu'à présent dans la zone euro. Donc les ordres de grandeur en termes d'impulsion... Ça veut dire quoi? Qu'il ne fait pas tellement plus que ce que... C'est pas tellement plus que ce que l'on a enlevé. Après, bon, ça, ce sont les grandes masses, mais les grandes masses ne disent pas grand-chose. Et c'est d'ailleurs un peu la même chose sur la dépense publique. On pourrait revenir, on n'a pas parlé aujourd'hui des 21 milliards de dépenses publiques qui sont un agenda qui est sur la table et sur lesquels on a un peu de mal à mettre de la consistance. Mais ces 300 milliards, très bien, mais pourquoi faire ? C'est précisément cet enjeu qui est fondamental. Quels sont vraiment les leviers que l'on a envie d'actionner pour se donner les conditions de la croissance? Car s'il y a bien quelque chose que la croissance partage avec l'air et l'eau, c'est d'apparaître indispensable quand on n'en a pas. Et vous parliez tout à l'heure de niveau de productivité qui était très élevé en France, mais avec une augmentation d'emplois sans qu'il y ait de croissance additionnelle, c'est justement cet avantage de productivité qui viendrait à s'éroder. Donc on a aussi un enjeu de croissance qui est là, justement comment cet investissement que l'on peut anticiper peut être facteur de croissance en passant par des conditions de restauration de notre compétitivité. C'est là vraiment l'enjeu premier. Gilbert Sette. Alors, tout d'abord, au niveau de l'Europe, considéré dans son ensemble, un programme d'investissement comme ça est une bonne chose, à la fois parce que c'est une demande supplémentaire et l'Europe globalement considéré manque de demande, et puis parce que ça peut stimuler l'offre, ça peut avoir des effets de compétitivité, enfin de productivité, de compétitivité, de croissance, des effets favorables. Néanmoins, à l'intérieur de l'Europe, la situation des différents pays est tout à fait différente. Il y a des pays très compétitifs, il y a des pays qui le sont moins, voire pas du tout. Hélas, la France fait partie de la deuxième catégorie. Depuis 14 ans maintenant, la France pâtit d'un déficit de son solde extérieur. Ça veut dire que la France Donc ce que vous dites, c'est commençons par faire nos propres réformes et il faut associer les deux. Une stimulation de la demande au niveau européen, un appel à la stimulation de la demande dans les pays qui bénéficient d'excédents commerciaux. Mais en France, nous pâtissons d'un déficit d'offres compétitives. Pourquoi ? Parce que nous produisons moins que la demande qui est adressée aux entreprises en France. Pourquoi ? Parce que l'offre compétitive n'est pas suffisante. Et les ménages français, comme les ménages étrangers, se tournent davantage vers une offre qu'ils considèrent comme plus compétitive et plus satisfaisante et qui vient de l'étranger. Alors, pour rebondir quand même sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce que les qualificatifs d'un côté progressistes, libéraux, sont des qualificatifs complètement dépassé dans la situation actuelle. Ce qu'on remarque dans un pays comme la France, c'est que le développement, le mode de redistribution qui est celui de la France, aboutit à une sclérose complète de la mobilité sociale. Il n'y a plus de mobilité sociale en France. Pour donner l'exemple du SMIC qui a été nommé tout à l'heure, le problème, c'est pas seulement d'être au SMIC, mais c'est de le rester toute sa vie. Vous voyez, quelqu'un qui est au SMIC, qui rentre au SMIC, certes, il rentre avec un salaire qui est insatisfaisant. Moi, personnellement, je trouverais bien que le SMIC soit éventuellement plus bas avec d'autres modes de redistribution, mais que, associé à ça, il y a une visibilité d'une progression salariale, d'un avenir salarial, d'un avenir en termes de qualification pour les personnes concernées, qui ne soient pas scotchées au SMIC pendant toute leur carrière professionnelle. Et on peut garder le SMIC et faire éventuellement une évolution salariale. C'est peut-être un peu dur, mais en tout cas, moi, je privilégie, si on doit choisir l'un des deux, la progression, l'avenir, la carrière salariale, la carrière en termes de qualification, plutôt que le fait d'être agrippé, comme, hélas, beaucoup de gens le disent en se prétendant progressistes, le fait d'être agrippé au niveau actuel du SMIC. Juste une question, vous allez répondre Pascal Canfin, mais une question qui est posée par Michel sur Facebook. Pourquoi n'entend-on parler que d'allègement de charges pour les entreprises et d'augmentation des impôts et pratiquement jamais d'un plan stratégique pour favoriser l'innovation et l'implantation de nouvelles activités ?
Alors, je réponds très rapidement à ce que disait Gilles Berset, et vous avez raison, je suis entièrement d'accord avec l'auditeur. Ce que disait Gilles Berset, en gros, c'est lâcher ce que vous avez, peut-être un jour, vous aurez mieux. Je crois que vu le contexte actuel, les salariés ne sont pas complètement fous, et donc ne lâcheront pas ça. Et vous faites de la théorie en chambre, excusez-moi. Compte tenu de la situation actuelle, compte tenu de niveau de crispation, c'est impossible de faire, pour autant que ça soit souhaitable, de faire ce type de réforme. Donc revenez dans le monde réel, et dans le monde réel, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est quoi? C'est effectivement de l'investissement, de l'innovation et des mesures qui permettent d'avoir davantage de flexibilité sur le marché du travail sans pour autant insécuriser les personnes. Donc on oublie le SMIC jeune, on oublie les revenus sur les 35 heures, on oublie le détricotage du droit du travail. Par contre, on peut faire des progrès. Ce que j'évoquais tout à l'heure comme contrat d'activité que vous avez gentiment écarté d'un revers de manche, parce que ça fait 20 ans qu'on n'avait pas produit une idée qui permet quand même d'avancer aujourd'hui dans le débat, c'est quoi? 19h57 sur France Inter et ça commence mais c'est vrai, on commence à se dire les choses un peu clairement. Là, ouais. Ça fait 20 ans que les économistes libéraux ont le même discours. Il faut casser le SMIC, la faute c'est les 35 heures, etc. L'anathème. Mais c'est pas un anathème, assumez, j'ai aucun problème à juste assumer, c'est tout. Le mot libéral est le mot libéral. Mais il suffit de dire libéral, qui a dit que c'était une insulte, messieurs? Vous êtes extraordinaire. Qui a dit que c'était une insulte? Non, mais c'est mauvais. Mais assumez. Social-libéral, alors. Il n'y a aucun problème. Nous, on prétend être progressistes. Et donc, ça fait 20 ans que vous dites la même chose et ça ne marche pas. Donc, il faut aller effectivement vers des réformes progressistes. Moi, je fais une proposition sur la table. Voilà. L'autre élément, c'est effectivement l'investissement dans l'innovation. C'est de ça dont nous avons besoin. Et là, un exemple concret. Arnaud Montebourg, feu ministre du redressement productif. Comme vous, feu ministre. Exactement. Et nous avions une alliance là-dessus. On avait un désaccord sur le gaz de schiste. On avait une alliance sur quoi? Sur le fait que 34 des filières industrielles de demain de la France étaient identifiées, 17 étaient liées à l'économie verte. Ça avait été identifié par un grand cabinet de conseil américain, pas par les écologistes. 17 sur l'économie verte. Allons-y, investissons plutôt que de gaspiller l'argent dans le pacte de responsabilité. Merci, ce sera malheureusement, j'allais dire, le mot de la fin, mais on aura sûrement l'occasion de revenir sur les raisons d'espérer dans l'économie française. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Ce soir à la technique, Clément Vuillet, Patrick Henry et Alain Gadan. Demain, rendez-vous avec Questions d'Europe avec Stéphane Le Neuf. Et puis n'oubliez pas, 2 fois par mois, c'est vous qui êtes aux manettes du téléphone sonne. On attend vos propositions pour le mercredi 24 septembre avec Ophélie Vivier et Antoine Bonvoisin.